une formule un peu peut-être différente de mes collègues qui ont été très, très larges dans le sujet. Nous, ça fait seulement quelques années qu'on fait des recherches sur les changements climatiques. Par contre, plusieurs années sur le terroir, la relation de la vigne à son terroir. Et donc, je vais vous entretenir un peu de cette relation-là aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler un peu de l'industrie de la vigne en Nouvelle-Écosse, hein. C'est une industrie qui gagne en importance, qui a du moins gagné en importance au fil des dernières années. Il y a eu beaucoup de support de la part du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour cette industrie-là. Actuellement, l'industrie du vin en Nouvelle-Écosse est la quatrième en importance au Canada. Bien sûr, tout comme le Québec, en fait, on est un peu côte à côte avec le Québec en termes de taille d'industrie, mais on est, disons, loin derrière de la Colombie-Britannique et de l'Ontario en termes de production pour le moment, n'est-ce pas? Hein? Parce que ça s'étend tout ça. Hein? Donc, l'industrie du vin dans l'Est du Canada, et ça, ce que je vais dire compte aussi pour le Québec, elle a une particularité, en fait, dans l'Est du Canada, vous savez, on a des conditions environnementales qui peuvent être difficiles. On va toucher dans des extrêmes de température. Au Québec, par exemple, on va avoir des températures très froides en hiver. Et en Nouvelle-Écosse, ben, c'est pas tant les extrêmes hivernaux, en fait, qui vont être un problème, mais plutôt une saison qui est un peu plus tempérée. Donc, des fois, on va avoir un peu moins de chaleur que qu'est-ce qu'on peut voir dans les étés québécois, par exemple. Donc, chacune de ces industries-là a ses défis. Et une des façons de gérer ces défis-là pour les producteurs, c'est entre autres de cultiver des cépages hybrides. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des cépages hybrides. Donc, les cépages hybrides sont un peu des mal-aimés du monde de la vigne, si je peux dire. C'est des cépages qui ont commencé à être développés à la fin du 19e siècle, alors qu'il y a eu la grande crise phylloxérique en Europe, c'est-à-dire que à ce moment-là, hein, on se baderait très peu de faire des quarantaines pour les plantes, hein, les espèces exotiques qu'on amenait un peu partout, en fait, notamment d'Amérique du Nord vers l'Europe. Donc, on n'avait pas encore compris qu'on pouvait transporter des indésirables à ce moment-là. Donc, ça se fait encore aujourd'hui, si j'ai bien compris les présentations de mes collègues. Mais à l'époque, évidemment, c'était probablement un facteur 1000, quoique le trafic était moins élevé. Donc, bon, bref, c'était des circonstances un peu différentes. Mais ce qui est arrivé à l'époque, c'est qu'on a ramené des vignes qui venaient de l'Amérique du Nord, Vitis labrusca, Vitis riparia notamment, qui sont des vignes très résistantes, disons, en hiver. Et puis, on les a amenées en Europe et à ce moment-là, elles ont causé, en fait, des dommages incroyables aux vignobles français, notamment parce que ces vignes-là transportaient avec elles un petit puceron qui s'appelle le phylloxéra, pour lesquels les vignes nord-américaines ont une tolérance ou une résistance assez bonne, mais qui a été dévastatrice, en fait, pour les vignes européennes. Donc, à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à hybrider des vignes nord-américaines avec les vignes européennes et à développer des cépages hybrides. Et ces cépages-là, ben, ils ont montré effectivement des résistances non seulement aux ravageurs comme le phylloxéra ou encore à des pathogènes comme le mildiou, mais aussi des résistances, dans certains cas, à des températures plus froides qu'est-ce qu'on voit chez les vinifera, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on cultive. Donc, pour mettre un peu la table en Nouvelle-Écosse, un des cépages emblématiques ici, c'est l'Acadie blanc. C'est un hybride qui a un arbre généalogique très complexe, disons, avec plusieurs hybrides qui ont été croisés ensemble avant d'arriver à l'Acadie blanc. C'est un cépage qui avait été développé en fait, en Ontario à l'époque par Agriculture Canada et donc qui est un cépage blanc. Et c'est le cépage emblématique en Nouvelle-Écosse. On en retrouve énormément. Il entre notamment dans la composition du fameux vin local qu'on appelle le Tidal Bay, qui est un style de vin qui va bien avec les fruits de mer. Donc, voilà pour l'industrie locale. Donc, nous, dans notre cas, on regarde donc la relation entre le raisin, donc le cépage, et son terroir. Et c'est une relation, en fait, ben, je vais aller tout de suite à ma prochaine diapo, peut-être que ce sera plus facile.
En fait, comme vous savez, quand on prend une plante et qu'on la fait croître, hein, qu'on la plante dans différentes conditions abiotiques, hein, notamment différents sols, différentes conditions de température, cette plante-là ne poussera pas de la même façon, n'est-ce pas? Donc, dans toute la relation de la plante au terroir réside là-dedans. Donc, le terroir, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble des conditions dans laquelle la plante va évoluer et va produire ses fruits notamment. Donc, cette relation-là dans le monde du vin, elle est excessivement importante. On essaie en fait d'amener, de faire un match parfait entre le cépage et son terroir pour arriver à une qualité optimale de fruits et éventuellement arriver à la qualité optimale du vin. Donc, évidemment, ça implique toutes sortes de facteurs, ce terroir-là. Donc, on va s'intéresser au sol, on va s'intéresser aux températures, évidemment, donc à la façon dont la température évolue aussi. On va s'intéresser aussi au microbiome du sol, notamment. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent dans la composition du terroir et la définition, en fait, officielle du terroir de l'Organisation internationale de la vigne et du vin ben, en fait, vont intégrer aussi les pratiques culturelles, donc le facteur humain et comment on va faire la vinification par la suite. Donc, ça va très loin, cette histoire de terroir. Dans notre cas, on s'en tient à cette définition un peu plus, disons, biologie végétale, si je peux dire, où on va s'intéresser à la relation entre les conditions de croissance et la plante, le cépage comme tel. Donc, en fait, comment tout ça s'inscrit dans l'industrie du vin en Nouvelle-Écosse, c'est qu'on essaie de comprendre cette relation-là, évidemment, pour optimiser la qualité des vins en Nouvelle-Écosse et aussi, bon, dans l'Est du Canada, par extension, au Québec notamment. Donc, il y a une relation qui est vraiment importante quand on travaille en viticulture en climat froid, comme on est, nous, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Ben, c'est la relation entre la température et le mûrissement du raisin. Donc, disons, un des points qui revient année après année chez les viticulteurs, c'est est-ce qu'on va être capable de mûrir le raisin? Hein, donc, on souhaite arriver à un certain taux de sucre. On souhaite que l'acidité soit suffisamment basse hein, pour produire des vins qui vont plaire aux consommateurs et puis qui vont être agréables à consommer finalement. Donc, cette relation-là entre la température et le mûrissement, souvent, on va la mesurer, notamment en mesurant ce qu'on appelle les degrés jours, donc la somme des températures qui va s'accumuler pendant la saison. Et il y a toute la phénologie de la vigne, hein, c'est-à-dire les stades de croissance et comment que la vigne se développe. Qu'est-ce que va faire la vigne pendant son cycle de reproduction qui est lié à cette accumulation-là de température. Donc, évidemment, au fil, ben, c'est déjà un point important pour le terroir. Donc, le terroir, on va définir les degrés jours, comment les degrés jours s'accumulent en fonction des territoires hein, où on veut cultiver la vigne dans un espace géographique donné. Et donc, ça va être un des premiers points pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut cultiver où dans les meilleures conditions pour arriver à avoir la meilleure qualité de raisin. Maintenant, les changements climatiques se sont invités dans cette équation-là hein, et on doit commencer à anticiper ce qui va arriver dans les prochaines années, disons les prochaines décennies plutôt, pour arriver encore une fois à conserver une qualité de raisin et aussi, bon, un peu anticiper. La vigne, c'est une plante qui va prendre 4 ans avant de produire des fruits. Donc, on doit avoir quand même un peu de recul sur qu'est-ce qu'on va planter dans quelle zone et comment ça va évoluer au fil du temps. Je connais par exemple des cépages que s'ils sont cultivés dans des conditions trop chaudes, vont développer des arômes absolument abjects. Donc, on ne veut pas avoir ces arômes-là dans nos vins, par exemple. Donc, on essaie donc de comprendre cette relation-là entre le territoire, les températures, le mûrissement des baies et évidemment les cépages comme tels et comment tout ça va évoluer avec les changements climatiques.
Donc, juste pour faire un petit survol de qu'est-ce qu'on prédit dans la boule de cristal des changements climatiques, hein, pour la Nouvelle-Écosse. Actuellement, en fait, c'est le scénario ici qu'on a. Donc, on va avoir environ entre 800 et 1500 degrés jour, grosso modo, par année dans les zones actuellement de la Nouvelle-Écosse. C'est assez divisé aussi. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a on a une grande différence entre les zones les plus fraîches et les zones les plus chaudes. Et ce qui va arriver avec les changements climatiques, en fait, c'est qu'évidemment, on est appelé à augmenter les températures. Et ce qu'on prédit, en fait, c'est que vers 2071 à 2100, on devrait avoir une augmentation de 400 degrés jour. Et ça, c'est basé sur 5 degrés. Là. On a différentes bases qu'on utilise pour les degrés jour. Mais on devrait avoir une augmentation d'autour de 400 degrés jour. Ce qui nous mettrait à peu près dans un climat similaire à ce qu'on voit en Virginie et au Kentucky actuellement. Donc, ça vous donne une idée de comment ça va bouger, tout ça. Un autre phénomène qu'on sait qu'on anticipe qui va arriver avec le réchauffement, c'est que les différences entre les différentes zones, en fait, les différences d'accumulation vont être un petit peu plus étendues. Donc, on va avoir moins d'extrêmes entre les zones très chaudes et les zones les plus froides. Donc ça, c'est un autre phénomène aussi. Dans le fond, ça va venir réduire, si on pense en termes d'écologie, ça peut venir réduire la capacité des espèces à s'adapter à différentes zones géographiques, vu qu'on va réduire les possibilités, en fait, en termes de température. Donc, nous, dans le cadre de notre expérience dont je vais vous parler maintenant, qui est une des expériences qu'on a fait récemment, on se situe peut-être dans cet intervalle-là ou celui-ci en termes d'augmentation de température pour notre expérience et pour tester un peu ce qui va arriver avec les vignes. Donc, une des choses, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est premièrement, est-ce que cette hausse de température-là va avoir un impact effectivement sur les qualités la qualité du raisin, la composition chimique des raisins? Et comment ça va se faire, ça? Au sens où la phénologie de la vigne, en fait, la baie va se développer en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier développement hein, qui va être, disons, des baies qui vont être dures, qui vont être photosynthétiques. Donc, à ce moment-là, les baies se forment, hein, elles se développent rapidement, elles sont capables de faire de la photosynthèse, donc d'accumuler certains types de composés. Et par la suite, dans la deuxième phase, où là, on va commencer vraiment à avoir ce qui ressemble à des raisins, hein, comme ceux qu'on consomme, dans cette deuxième phase-là, techniquement, il y a d'autres composés qui vont s'accumuler, les baies vont ramollir, on va avoir la coloration qui va apparaître, par exemple. Donc, on s'est demandé si les températures sont plus chaudes dans cette période-ci ou dans cette période-ci, comment que ça va interférer avec ce métabolisme-là, tous ces métabolismes-là qui sont en place pendant le développement des baies. Donc, on a mis des serres dans le vignoble et on a fait un dispositif expérimental et tout ça. Et puis, on a installé des serres dans un vignoble ici en Nouvelle-Écosse pour créer des zones, en fait, où on a haussé les températures à différents moments pendant le développement des baies et aussi pendant toute la saison pour voir s'il y avait un impact global. Hein, l'accumulation ici, en fait, je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais l'accumulation globale de degrés jour était autour de 140 degrés jour dans ce coin-là sur les vignes qui ont eu qui ont eu les serres tout le long de la saison. Donc, voilà ce qu'on a fait, grosso modo, au niveau du dispositif. Hein, on a mis des serres pendant de la floraison, en fait, jusqu'à la mi-saison. Et quand ça a tourné vers raison, on a déplacé les serres, on les a mis sur d'autres vignes
qui avaient eu un ensoleillement et des conditions normales en début de saison. Donc, et voilà, on échantillonnait à différents moments là-dedans pour voir un peu ce qui se passait au niveau de la biochimie. Donc, évidemment, je ne vous présenterai pas tous ces résultats-là aujourd'hui. Hein. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus léger. Mais je vais vous montrer une image parce que les images vaut mille mots. Hein. Vous allez voir tout de suite la différence entre les raisins qu'on a récoltés, entre les différents traitements qu'on a mis. Donc, toute la saison, donc des raisins qui ont eu toute la saison sous serre sont beaucoup moins colorés que les raisins qui ont eu soit des serres dans la deuxième moitié de la saison ou encore notre contrôle ici. Et ça, c'est des grappes. Bon, c'est un exemple de grappes, qu'est-ce qu'on a récolté là. Mais on voit tout de suite qu'il y a eu un impact et on suspecte évidemment dans ce cas-ci qu'il y a eu un impact du rayonnement UV, bien que dans nos serres, on avait fait une sélection de panneaux qui devaient, semble-t-il, selon le producteur, le fabricant, laisser passer une partie d'UV. Mais bref, je vais aller rapidement aux résultats, puis on pourra revenir pendant la période de questions si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Mais vous allez voir tout de suite que ces colorations-là sont liées aussi à une différence de composition chimique. Et là, je vais faire peur à tout le monde avec cette figure-ci. Bref, ce n'est pas le but. Mais rapidement, c'est pour montrer que nos traitements qui étaient sous serre pendant toute la saison ou pendant seulement la première partie de la saison étaient à peu près pareils à la fin, quand on est arrivé sur la composition. Et là, c'est les compositions volatiles liées, donc je pourrais répondre à des questions là-dessus plus tard. Mais ce qu'on a montré, en fait, avec cette expérience-là, c'est que le fait de mettre les raisins sous serre pouvait avoir en fait, spécifiquement en début de saison, pouvait avoir des conséquences durables à la récolte sur les baies. Donc, si on les a mis sous serre en début de saison seulement ou qui a été sous serre tout le long de la saison, cette partie-là du développement des baies, elle est tellement cruciale qu'elle a un impact à la toute fin sur la composition des baies. Par exemple, dans ces traitements-là, on a trouvé beaucoup, en fait, 2 arômes principaux qui sont caractéristiques de l'Acadie blanc et qui sont en grande quantité. Ces arômes-là, c'est notamment du benzaldéhyde. Et ce benzaldéhyde-là va collaborer beaucoup, en fait, dans l'arôme, va contribuer beaucoup à l'arôme de l'Acadie blanc. Et donc, il était surtout concentré dans ces raisins-là, cette molécule, ce benzaldéhyde. Par contre, les traitements qui ont été en fait en dehors des serres, notamment le contrôle, on a retrouvé davantage de monoterpènes. Et les monoterpènes, c'est des arômes aussi importants dans l'arôme des vins. Donc, on a montré avec cette expérience, en fait, qu'on est capable, si on veut, avec la température, mais peut-être l'UV. Donc, je mets un petit bémol parce qu'on est en train de regarder l'impact potentiel de l'UV sur ces résultats-là. Mais donc, on peut moduler la composition avec ce type de traitement-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les changements climatiques éventuellement? Est-ce qu'on va Juste, Karine, excuse-moi de te couper, mais tu as déjà dépassé de plusieurs minutes. Oui, c'est juste, si tu peux ben, écoutez, je vais vous rapper ça rapidement. Je vais simplement dire merci et puis on va revenir là-dessus. Je peux faire une phrase de conclusion si tu veux aussi. Y a pas oui, ben, en fait, je pense que l'essentiel, c'est de comprendre que oui, il y a un impact des changements climatiques sur nos... l'augmentation des températures va avoir un impact clairement sur la qualité des raisins qu'on va obtenir. Dans certains cas, ça peut être un impact positif si on augmente certains arômes variétaux, sauf que si on perd si ça se fait au détriment de certains autres arômes, on perd la complexité. On peut perdre une complexité dans l'arôme des vins parce que ces composés-là qu'on a retrouvés dans les raisins, ils vont être libérés par la fermentation et ils vont jouer un rôle dans la complexité aromatique du vin. Donc, il y a vraiment une prudence à avoir dans comment on va développer notre industrie parce qu'il faut trouver une façon de récupérer cette complexité-là parce qu'elle est essentielle, en fait, à la qualité du vin. Donc, voilà.